Un homme d'une valeur de 10 milliards d'euros, déguisé avec des vêtements d'une friperie, est assis seul dans le restaurant le plus cher qu'il possède. Il n'est pas là pour la nourriture. Il chasse quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'honnêteté. Mais dans un monde de sourires faux et de gentillesse calculée, sa quête semble désespérée. Il commande le steak coupe de l'empereur, à 500 €, un test silencieux pour le personnel. La jeune serveuse qui le sert semble différente. Il y a un désespoir silencieux dans ses yeux qui transperce son cynisme. Alors qu'elle débarrasse son assiette, sa main tremble en glissant une serviette pliée vers lui. Il s'attend à un numéro de téléphone, une demande d'argent. Mais quand il l'ouvre, 4 mots glaçants lui arrêtent le cœur et menacent de faire s'effondrer tout son empire. Le poids de la fortune d'Antoine de la Roche était une chose physique, une armure sur mesure tissée de certificats d'action et d'actes immobiliers. C'était incroyablement lourd. À 42 ans, il dirigeait de la Roche Holdings, un conglomérat mondial tentaculaire avec des intérêts dans tout, de l'hôtellerie de luxe à la technologie biomédicale. Depuis son bureau Penthouse, qui frôlait les nuages au-dessus de la Défense à Paris, il pouvait manipuler les marchés et façonner les horizons urbains d'un simple coup de téléphone. Il était un roi dans un royaume de verre et d'acier, et il était profondément, douloureusement seul. Le monde dans lequel il vivait était un monde organisé. Chaque interaction était amortie par des assistants, des avocats et des responsables des relations publiques. Les gens qu'il rencontrait avaient été approuvés. Leurs sourires étaient polis, leurs intentions aseptisées. Il riait de ses blagues, même des mauvaises. Ils étaient d'accord avec ses opinions, même celles à moitié formées. Il était entouré de miroirs, chacun reflétant une image soigneusement construite de l'homme qu'il pensait qu'il voulait être. Le vrai Antoine, celui qui avait grandi dans un petit village d'Auvergne avec le rêve de devenir architecte, s'était perdu quelque part en cours de route. Cet exercice de flagellation de ce soir était né de cette solitude. C'était un rituel qu'il accomplissait tous les quelques mois, un pèlerinage vers la réalité. Il se dépouillait de la peau d'Antoine de la Roche, le titan de l'industrie, pour endosser le personnage miteux de Marc, un homme à la dérive dans le monde. Les vêtements étaient soigneusement choisis dans une friperie du 20e arrondissement, une veste en velours côtelé délavé avec des coudières usées, une chemise à carreaux qui avait connu de meilleures décennies, et un jean adouci par l'âge. Une paire de bottes de travail éraflées et une barbe de 3 jours complétaient la transformation. Il portait même une paire de lunettes sans ordonnance avec des montures épaisses et peu flatteuses. En se regardant dans le miroir fissuré des toilettes d'une station-service, il ne voyait pas un milliardaire, mais un homme qui pourrait avoir du mal à payer le loyer du mois prochain. L'anonymat était un soulagement, un baume frais sur la brûlure perpétuelle de l'attention publique. Sa destination était l'Éperon doré, le restaurant de viande phare de sa division hôtelière. C'était le joyau de sa couronne culinaire, un endroit célèbre pour son bœuf maturé à sec, sa cave à vin de 1000 bouteilles et une liste de clients qui se lisait comme le Gotha de l'élite de la ville. Il avait acquis le groupe de restaurants 2 ans auparavant, et bien que les marges bénéficiaires soient excellentes, il n'avait jamais mis les pieds dans cet établissement particulier. Ses rapports, compilés par son directeur des opérations, Arthur Lefebvre, parlaient d'un service impeccable, d'une qualité irréprochable et de revenus records. Mais les rapports n'étaient que des chiffres sur une page. Ils ne pouvaient pas mesurer l'âme d'un lieu. Antoine voulait le voir par lui-même, à travers les yeux de quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Il poussa les lourdes portes en laiton ouvragé, et le vacarme de la ville fut instantanément remplacé par la symphonie feutrée de la haute gastronomie. L'air était épais de l'odeur de la viande grillée, du vieux cuir et de parfums coûteux. Une vague de chaleur provenant de la cheminée rugissante l'envahit. L'hôtesse, une blonde sculpturale dont le sourire était aussi éclatant que fragile, jeta un regard rapide et dédaigneux à sa tenue. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, son ton impliquant qu'il s'était égaré. « Une table pour un » dit Antoine, sa voix un peu plus rauque, un peu moins impérieuse que d'habitude. Elle hésita, ses yeux balayant la salle à manger opulente et faiblement éclairée. La plupart des tables étaient occupées par des couples en tenue de soirée et des groupes d'hommes en costume sur mesure. « Avez-vous une réservation ?»« Non. Est-ce un problème ?» Son sourire se crispa. « Nous sommes généralement complets. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Elle tapota sa tablette avec un doigt parfaitement manucuré, le mouvement exagéré conçu pour montrer à quel point c'était un énorme inconvénient. Après un moment, elle leva les yeux. « Je peux vous installer à une petite table près de l'entrée de la cuisine. C'est tout ce que nous avons de disponible. » C'était un rejet classique, une table réservée aux clients sans réservation jugés indignes de la salle principale. « C'est parfait, » dit Antoine, jouant son rôle. Il la suivit, passant devant des tables où les convives interrompaient leur conversation pour observer son passage, leur curiosité teintée de dédain. Il était une anomalie dans cet environnement soigné,
une mauvaise herbe dans une roseraie. Il sentit leur jugement comme un contact physique, et un ressentiment amer et familier s'enroula dans ses entrailles. C'était le monde qu'il avait construit, un monde qui jugeait la valeur d'un homme à la coupe de son costume. Il fut déposé à une petite table bancale, nichée dans une alcôve, comme elle l'avait promis. Les portes battantes de la cuisine fournissaient une percussion constante et discordante de claquements et de cris étouffés. C'était la pire place du restaurant. C'était parfait. De son point de vue, il pouvait observer la machinerie du restaurant. Il regardait les serveurs se déplacer avec une grâce prédatrice, leur sourire calibré sur la richesse perçue de leur table. Il vit le directeur, un homme aux cheveux noirs et lisses dans un costume juste un peu trop serré, en train de flatter une table de ce qui semblait être des membres du conseil municipal. Antoine le reconnut d'après les dossiers de l'entreprise, Grégoire Pinson. Pinson dégageait un charme huileux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il rit bruyamment à la blague d'un client, lui tapant dans le dos. Mais à l'instant où il se détourna, le sourire disparut, remplacé par une vigilance de faucon. Il aboya un ordre silencieux mais sec à un commis de salle qui passait, lequel sursauta et s'éclipsa. Antoine s'installa, devenant partie intégrante du décor. Il était invisible, et de cette position d'invisibilité, il pouvait enfin voir. Il vit la danse subtile des classes et des attentes. Il vit la déférence performative, la gentillesse transactionnelle. C'était exactement ce à quoi il s'était attendu. C'était une machine bien rodée, efficace, rentable et totalement sans âme. Un profond soupir lui échappa. Était-ce tout ce que son empire créait? Des surfaces polies sans rien en dessous. Il sirotait un verre d'eau depuis environ 10 minutes quand une serveuse s'approcha de sa table. Elle était différente des autres. Alors que le reste du personnel avait un vernis dur et professionnel, elle semblait plus douce, presque fragile. Elle était jeune, peut-être au début de la vingtaine, avec de grands yeux bruns intelligents et des cheveux châtains tirés en une simple queue de cheval sévère. Son uniforme était soigné, mais montrait des signes d'usure. Le tablier blanc était délavé aux plis. Ce qu'il remarqua le plus, cependant, fut un léger tremblement dans sa main alors qu'elle posait une corbeille de pain sur sa table. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, une lassitude que son sourire poli ne pouvait dissimuler entièrement. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle, sa voix calme et claire. « Je m'appelle Rose et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous servir quelque chose à boire pour commencer? » I'll regard a sun badge. Rose. Ça lui allait bien. C'était un nom classique, doux. Il commanda délibérément la bière la moins chère du menu. Il guetta la moindre lueur de déception, le moindre changement subtil dans son expression qui trahirait son jugement. Il n'en vit aucun. « Bien sûr, » dit-elle avec le même ton constant et agréable. « Je reviens tout de suite avec ça. » Alors qu'elle s'éloignait, il remarqua ses chaussures. C'étaient des chaussures noires antidérapantes standards, mais les semelles étaient usées presque lisses, le cuir craquelé et pelé près des orteils. C'étaient les chaussures de quelqu'un qui passait d'innombrables heures debout, quelqu'un pour qui une nouvelle paire était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. C'était un petit détail, mais il racontait une histoire plus grande que n'importe lequel des rapports financiers d'Arthur Lefebvre. Pour la première fois de la soirée, Antoine de la Roche ressentit une parcelle de véritable curiosité. Qui était cette fille, Rose, qui regardait un homme en vêtements de friperie et ne voyait pas une personne inférieure, mais simplement une personne? Il ne le savait pas encore, mais son simple test cynique était sur le point de dénouer une conspiration qui atteignait le cœur même de son entreprise. Et cette serveuse silencieuse aux yeux fatigués et aux chaussures usées était la seule assez courageuse pour allumer la mèche. Rose Valois, ou Rosie pour les quelques amis pour qui elle avait le temps, se déplaçait dans le chaos contrôlé de l'éperon doré comme un fantôme. Elle était efficace. Elle était polie. Mais elle gardait une partie d'elle-même sous clé, un acte nécessaire d'autoprotection. Le restaurant était une scène, et chaque soir, elle jouait le rôle de la serveuse attentive et joyeuse. Mais derrière le rideau de son sourire, une tempête d'anxiété faisait rage. Son jeune frère Kevin était le centre de son univers. À 17 ans, il aurait dû s'inquiéter des dossiers d'inscription pour l'université et des balles de promo. Au lieu de cela, sa vie était un cycle de rendez-vous médicaux, d'horaires de médicaments et de visites terrifiantes aux urgences. Il souffrait d'une maladie génétique rare qui affectait ses poumons, un cruel billet de loterie tiré à la naissance. Les traitements étaient expérimentaux et astronomiquement chers, et leur mutuelle avait depuis longtemps atteint son plafond à vie. Chaque euro que Rose gagnait, chaque pourboire qu'elle empochait, allait dans le puissant fond des factures médicales de Kevin. Le travail à l'éperon doré payait mieux que n'importe quel autre emploi dans le service qu'elle pouvait obtenir, mais il avait un coût. Le directeur, Grégoire Pinson, était un prédateur dans un costume bien taillé. Il avait découvert une anomalie dans l'inventaire du mois précédent, une erreur que Rose avait commise par pure fatigue,
en enregistrant incorrectement une livraison. C'était une erreur mineure, facilement corrigeable. Mais entre les mains de Pinson, c'était devenu une arme. Il l'avait coincée dans son bureau, sa voix un ronronnement bas et menaçant. Il l'avait accusée de vol, menacé de la faire renvoyer et de la mettre sur liste noire, s'assurant qu'elle ne travaillerait plus jamais dans un restaurant respectable de la ville. Et puis il lui avait proposé un marché. Elle pourrait travailler pour rembourser la perte, qu'il avait gonflée à la somme stupéfiante de 5 000 €. Son salaire serait saisi. Ses pourboires surveillés. Elle était, en effet, sa servante sous contrat. Elle savait qu'il mentait. Elle savait que la dette était une fabrication, mais elle n'avait aucune preuve, et la menace de perdre cet emploi, la seule chose qui maintenait la tête de Kevin hors de l'eau, était paralysante. Pire encore, Pinson avait commencé à la forcer à l'aider avec les vrais livres de compte tard dans la nuit. Elle avait fait 2 ans de BTS comptabilité avant que l'état de Kevin ne s'aggrave et qu'elle doive abandonner. Pinson utilisait cette connaissance. Il lui faisait rapprocher ses factures fabriquées pour l'aider à cacher ses propres crimes, bien plus importants. Elle voyait les chiffres qui ne correspondaient pas, les factures de fournisseurs dont elle n'avait jamais entendu parler, les sommes considérables d'argent détournées vers un compte sous une société écran. Elle était piégée, complice réticente d'un crime qu'elle commençait à peine à comprendre. Chaque service était une marche sur une corde raide au-dessus d'un canyon de peur. Quand elle vit pour la première fois l'homme à la veste en velours côtelé assis à la table 32, sa sympathie fut immédiate. C'était la pire table, un endroit où Pinson plaçait les gens qu'il jugeait indésirables. Elle avait vu l'hôtesse Y conduire avec un ricanement à peine dissimulé. Les autres serveurs l'ignoraient probablement, concentrant leur énergie sur les tables avec une plus grande probabilité de pourboires généreux. Rose n'était pas faite comme ça. Sa mère lui avait toujours appris que la valeur d'une personne ne se trouvait pas dans son portefeuille, mais dans son caractère. Elle s'approcha de lui avec le même respect sincère qu'elle offrait au PDG de la table 5. Quand il commanda la bière la moins chère, elle hocha simplement la tête et sourit. C'était un petit acte de défi contre le système de caste non écrit du restaurant. Tout en vaquant à ses occupations, elle gardait un œil sur lui. Il n'était pas sur son téléphone, ni n'essayait d'attirer l'attention de qui que ce soit. Il se contentait d'observer, son regard balayant la pièce avec une intelligence calme et troublante. Il y avait une immobilité en lui, une assurance qui semblait en contradiction avec son apparence miteuse. Il ressemblait moins à un homme malchanceux qu'à un prédateur en camouflage, observant patiemment son territoire. Lorsqu'elle retourna à sa table pour prendre sa commande de plat, elle se prépara mentalement. « Avez-vous choisi un plat, monsieur ?» Il leva les yeux du menu relié en cuir, son regard croisant le sien par-dessus ses lunettes à monture épaisse. « Oui, je pense que je vais prendre la coupe de l'empereur. » Le sang-froid professionnel de Rose faillit se fissurer. La coupe de l'empereur était l'article le plus extravagant du menu. Un T-bone de 1,4 kg maturé à sec pendant 90 jours, servi avec une réduction à la truffe et du foie gras poêlé. Il coûtait 500 €. C'était un repas commandé pour le spectacle, pour les publications Instagram, pour les notes de frais. Ce n'était pas quelque chose qu'un homme en chemise à carreaux délavés commandait. Jamais. Elle jeta instinctivement un coup d'œil à ses bottes éraflées, puis de nouveau à son visage calme et impénétrable. Son esprit assemble. Était-ce une blague? Était-il un blogueur culinaire essayant de créer une vidéo virale? Ou était-il simplement délirant? Quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'il commandait. Pinson lui arracherait la tête si cet homme ne pouvait pas payer. Elle avait le choix. Elle pouvait le questionner, l'embarrasser, et l'orienter vers quelque chose de plus approprié. C'est ce que Pinson ferait. Mais ensuite, elle replongea son regard dans ses yeux. Il n'y avait aucune bravade là, aucun soupçon de délire. Il y avait juste un défi silencieux. Cela ressemblait à un test. Et à ce moment-là, Rose prit une décision. Elle le traiterait avec dignité. Elle lui accorderait la même présomption de légitimité qu'elle donnait à tout le monde. Un petit sourire sincère effleura ses lèvres. Un excellent choix, monsieur, dit-elle, sa voix égale. Et comment l'aimeriez-vous préparer? Saignant, répondit-il, son regard inflexible. Et un verre de Château Cheval Blanc 1998 pour accompagner. Maintenant, elle était vraiment sidérée. Le Cheval Blanc coûtait plus de 2000 € la bouteille. Il le commandait au verre, mais même cela représentait une dépense de 300 €. Combiné avec le steak, ce dîner solitaire à la pire table du restaurant était sur le point d'accumuler une note qui dépassait son loyer mensuel. Sa formation lui hurlait de faire venir le directeur, de demander une carte de crédit à l'avance. Les règles de Pinson étaient claires à ce sujet. Mais son instinct, et un étrange sentiment de parenté avec cet homme calme et observateur, lui disaient de lui faire confiance. Tout de suite, monsieur, dit-elle, sa voix ne trahissant rien de son trouble intérieur.
Elle s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. Elle pouvait sentir les yeux de Pinson sur elle depuis l'autre bout de la pièce. Elle saisit la commande dans le système de point de vente, ses doigts tremblant légèrement. Le système signala automatiquement la commande de grande valeur et envoya une alerte au terminal du directeur. Rose savait qu'il serait bientôt là. Elle se prépara à la confrontation. Comme prévu, Pinson l'intercepta près de la station des vins. « Valois » siffla-t-il, son corps lui barrant le chemin. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang ? La table 32 vient de commander la coupe de l'empereur et un verre de cheval blanc 98. Oui, monsieur Pinson. Je viens de passer la commande. Tu es folle ? Son visage était rouge de colère. Tu as vu le type ? On dirait qu'il sort d'un refuge pour sans-abri. Tu ne lui as pas demandé sa carte d'abord ? Il n'avait pas l'air de plaisanter, monsieur, dit Rose, gardant sa voix basse et respectueuse. Je ne voulais pas insulter un client. Insulter un client, ricana Pinson, sa voix dégoulinant de venin. C'est lui qui nous insulte en étant ici. Quand il partira sans payer, ce steak à 500 € et ce verre de vin à 300 € sortiront de ta paix. Tu me comprends ? Chaque dernier centime de ta dette fabriquée. Il se pencha plus près, son haleine aigre de café. Tu es déjà sur la sellette avec moi. Ne me force pas à te pousser. La peur, froide et aiguë, la transperça. Il avait raison. Si cet homme ne pouvait pas payer, elle serait ruinée. La dette que Pinson tenait sur elle deviendrait insurmontable. Elle perdrait son travail, et Kevin perdrait sa bouée de sauvetage. Mais alors qu'elle regardait au-delà du visage ricanant de Pinson vers la table 32, elle vit l'homme les observer. Il ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais il pouvait voir la dynamique. Il vit l'agression de Pinson et sa peur, et il hocha simplement la tête, un geste lent, presque imperceptible de reconnaissance. C'était une petite chose, mais cela lui envoya une décharge de courage. Il savait. Il la voyait. À cet instant, elle se sentit moins seule. « Je comprends, monsieur Pinson, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « J'assumerai l'entière responsabilité. » Pinson la foudroya du regard un instant de plus, puis s'éloigna en marmonnant dans sa barbe. Rose prit une profonde inspiration tremblante et se dirigea vers la cave à vin pour récupérer le millésime légendaire. Elle manipula la bouteille comme si c'était une sainte relique, utilisant le corps à vin pour extraire une dose parfaite sans retirer le bouchon. Lorsqu'elle livra le vin à la table, ses mains étaient stables. « Votre cheval blanc, monsieur. » Il prit le verre, faisant tourner le liquide rubis profond. Il ne le goûta pas tout de suite. Au lieu de cela, il la regarda. « Est-ce que tout va bien, Rose ? » Votre directeur semblait agité. « Tout va bien, monsieur, » mentit-elle, le masque professionnel se remettant en place. « Il est juste très passionné par le maintien de nos standards. » L'homme prit une lente gorgée de son vin, les yeux fermés un instant, le savourant. Quand ils s'ouvrirent, ils étaient fixés sur elle. « J'ai le sentiment, dit-il, sa voix basse et conspiratrice, que vous avez des standards plus élevés que les siens. » Le souffle de Rose se coupa dans sa gorge. Il voyait à travers elle. Il voyait les mensonges, la peur, la lutte. Il la voyait. Pour le reste de son repas, une compréhension tacite s'installa entre eux. Il mangea son steak lentement, délibérément, savourant chaque bouchée. Il lui posa des questions sur la ville, mais pas comme le font les touristes. Il s'enquit des quartiers, des gens, des coins cachés. Il écoutait vraiment ses réponses. Il lui fit sentir, pour la première fois depuis très longtemps, qu'elle était une personne, pas seulement une servante. Et tandis qu'elle l'observait, une idée, désespérée et terriblement dangereuse, commença à se former dans son esprit. Cet homme était différent. Il était puissant. Elle pouvait le sentir. Pas de la même manière que Pinson, avec son intimidation à bas prix, mais d'une manière plus profonde, plus fondamentale. C'était un homme qui comprenait la valeur au-delà des étiquettes de prix. Peut-être, juste peut-être, était-il la bouée de sauvetage dont elle et Kevin avaient si désespérément besoin. C'était un pari fou, insensé. Mais en regardant Pinson de l'autre côté de la salle, riant avec ses riches clients tout en saignant lentement son personnel à blanc, elle sut qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait prendre le risque. Elle devait essayer de lui passer un message. Le rythme du service du dîner se poursuivait, un flot incessant de commandes, d'assiettes et de demandes polies. Rose se mouvait au milieu de tout cela en pilote automatique, son corps exécutant la danse familière tandis que son esprit s'emballait, complotant. L'homme de la table 32, son mystérieux et paradoxal client, finissait son café. Le temps pressait. Chaque fois qu'elle passait près de sa table, elle sentait son regard observateur. Ce n'était ni prédateur ni inconfortable. C'était vigilant, patient. C'était le regard d'un homme qui attendait quelque chose.
Son plan était à la fois simple et terriblement risqué. Elle ne pouvait pas lui parler ouvertement, pas avec les yeux reptiliens de Pinson qui balayaient constamment la pièce. Un murmure pouvait être entendu. Une conversation directe serait un suicide pour sa carrière. Le mot était sa seule option. Un plaidoyer silencieux, une bouteille à la mer dans l'obscurité totale. Que écrirait elle-même? Aide-moi. Cela sonnait pathétique, désespéré. Mon patron est un escroc. Cela sonnait comme la plainte mesquine d'une employée mécontente. Non, il fallait que ce soit quelque chose de plus. Quelque chose qui piquerait la curiosité d'un homme comme lui. Quelque chose qui laissait entrevoir un problème plus grand que le sien. Elle pensa au registre codé que Pinson la forçait à rapprocher. Les factures de viande bio de premier choix, une entreprise qui ne semblait exister dans aucun registre de commerce légitime, les marges massives, la façon dont Pinson regardait toujours par-dessus son épaule lorsqu'il manipulait ses documents spécifiques. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais elle en savait assez pour savoir que c'était sale. C'était un secret que Pinson tuerait pour protéger. Ce secret serait son arme. Pendant une brève accalmie, elle se glissa dans la salle de pause des employés, un espace exigu et sans fenêtre qui sentait le café rassis et le désespoir. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle attrapa une serviette en lin propre et fraîche de la pile de service, identique à celle sur les tables. Sa main tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo qu'elle avait pêché dans son tablier. Elle prit une profonde inspiration, essayant de canaliser le courage tranquille qu'elle avait vu dans les yeux de l'étranger. Elle devait être concise, intrigante et alarmante. Elle devait lui donner une raison de la croire, une piste qu'il pourrait suivre. Elle griffonna sur la serviette, son écriture serrée et hâtive. « Il vous observe. » C'était un hameçon. Cela le ferait tout remettre en question, le rendrait paranoïaque. Qui était-il? Pourquoi l'observait-il? La cuisine n'est pas sûre. Vague, mais menaçant. Cela pouvait signifier n'importe quoi, d'une mauvaise hygiène à quelque chose de bien pire. Cela jetait une ombre de doute sur le produit même qu'il venait de consommer. Vérifiez le registre dans le bureau de Pinson. Il empoisonne la chaîne d'approvisionnement. C'était le cœur du problème. Le registre était la preuve. Empoisonner la chaîne d'approvisionnement était une phrase qui parlait de corruption, d'un problème systémique. Cela sonnait professionnel, sérieux. Ce n'était pas un plaidoyer personnel. C'était un avertissement sur l'intégrité de tout l'établissement. C'était un problème qu'un homme de substance voudrait investiguer. Elle ne signa pas de son nom. Le mot devait être anonyme, un murmure de fantôme. Elle plia soigneusement la serviette en un petit carré serré et le fourra au fond de la poche de son tablier. La sensation contre sa jambe était comme tenir un charbon ardent. Son service était presque terminé. L'homme avait déjà payé sa note en espèces, laissant le montant exact de 867,53 €, taxes comprises, sur le petit plateau noir. C'était un autre détail étrange. Pas de carte de crédit signifiait pas de nom, mais le montant était précis, non arrondi. C'était l'acte de quelqu'un qui traitait avec des détails spécifiques. Il attendait. Alors qu'elle retournait à sa table pour le débarrassage final, son pouls battait à ses oreilles. Pinson se tenait près du poste d'accueil, en pleine conversation, le dos tourné vers elle. C'était sa chance. « Y aura-t-il autre chose pour vous ce soir, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix miraculeusement stable. « Non, merci Rose. Le repas était exceptionnel, dit-il. » Ses yeux, cependant, disaient tout autre chose. Ils étaient concentrés, en attente. « Je suis si heureuse de l'entendre. » Avec des mouvements rodés, elle commença à rassembler la tasse de café et le verre d'eau. Ses mains se déplaçaient sur la table, un tourbillon d'efficacité professionnelle. Alors que sa main droite ramassait le sucrier vide, sa main gauche, cachée de la pièce par son propre corps, fit glisser la serviette pliée de sa poche et la plaça sur la table, la recouvrant immédiatement avec le plateau de l'addition qu'elle était également en train de débarrasser. La transaction entière prit moins d'une seconde. C'était un tour de passe-passe né du désespoir. Elle ramassa le plateau, le mot maintenant dissimulé en dessous, et se tourna pour partir. Mais l'homme parla de nouveau, sa voix assez vive pour percer le bourdonnement de la salle à manger. « Attendez !» Rose se figea, le dos tourné vers lui. Sun sang à Siglaka. Avait-il vu? Allait-il la dénoncer ici et maintenant? Tout cela n'était-il qu'un jeu cruel? Elle sentit une vague de panique vertigineuse. Lentement, elle se tourna pour lui faire face. Il ne la regardait plus, mais l'espace vide sur la table où se trouvait le plateau de l'addition. Il l'avait vu placer le mot, et il l'avait vu le reprendre, caché sous le plateau. Il s'attendait à ce qu'elle le laisse. Son astuce avait été trop habile. Elle l'avait si bien caché qu'il pensait qu'elle l'avait repris. Ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Il n'y avait pas de colère en eux,
seulement de la confusion et une lueur de déception. L'esprit de Rose Tourbillonna. Elle avait échoué. Dans sa tentative d'être discrète, elle s'était surpassée en intelligence. Elle se tenait là, piégée sous les feux de son regard, la serviette accablante brûlant un trou dans le plateau qu'elle tenait. Elle devait réparer ça. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle retourna à la table. Ses mouvements étaient raides, peu naturels. Elle pouvait sentir l'attention de Pinson se déplacer, sa conversation s'interrompre. Il commençait à la surveiller. Elle atteignit la table et, sans un mot, inclina le plateau juste assez pour que le petit carré blanc de la serviette glisse et atterrisse silencieusement sur le bois poli. Elle ne regarda pas l'homme. Elle ne pouvait pas. Elle reposa simplement le plateau sur le mot, cette fois en le lui laissant. « Vous avez oublié votre pourboire », murmura-t-elle, les mots à peine audibles. C'était une excuse terrible et fragile, mais c'était la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle se tourna et s'éloigna, n'osant pas regarder en arrière, tout son corps tremblant. Elle avait l'impression de venir de sauter d'un avion sans parachute. Antoine de la Roche la regarda s'éloigner, son esprit un tourbillon de confusion et d'une soudaine clarté glaciale. Il avait vu tout l'échange maladroit. Le glissement initial, sa récupération paniquée, et le dépôt final désespéré. Ces mots murmurés, « Vous avez oublié votre pourboire », étaient absurdes. Il n'avait laissé aucun pourboire. Il avait payé le montant exact, un signal délibéré qu'il n'était pas un client typique. Le mot était le pourboire. L'information était la monnaie. Il attendit qu'elle ait disparu derrière les portes battantes de la cuisine. Il jeta un coup d'œil vers le directeur, Pinson, qui fixait maintenant sa table avec une suspicion ouverte. La mascarade était terminée. Antoine posa nonchalamment sa main sur le plateau de l'addition, ses doigts se refermant sur la serviette cachée. La texture n'était pas celle de l'argent. C'était du tissu. Il se leva, enfilant sa veste élimée. Il fit à Pinson un léger signe de tête sans signification, le genre de geste qu'un homme ordinaire fait à une figure d'autorité avec laquelle il ne souhaite pas s'engager. Puis il se tourna et se dirigea vers la sortie. Il ne regarda pas en arrière. Une fois dehors, dans l'air frais et humide de la nuit, il s'adossa au mur de briques du bâtiment voisin, les lumières de la ville de Lyon se brouillant autour de lui. Les bruits de la circulation et des sirènes semblaient lointains, étouffés. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il n'était pas Antoine de la Roche, milliardaire. Il était juste un homme dans une rue sombre tenant un secret. Il déplia la serviette. Les mots griffonnés à la hâte semblaient briller sous le lampadaire. Il vous observe. La cuisine n'est pas sûre. Vérifiez le registre dans le bureau de Pinson. Il empoisonne la chaîne d'approvisionnement. Antoine le lut une fois, puis une deuxième fois. Ce n'était pas une demande pour un meilleur pourboire. Ce n'était pas le numéro de téléphone d'une serveuse. C'était une déclaration de guerre. Empoisonner la chaîne d'approvisionnement. Les mots étaient un coup de poing à l'estomac. C'était une attaque contre la marque de la Roche, contre la promesse même de qualité et de luxe qu'il vendait au monde. Si c'était vrai, c'était un cancer dans son empire. Si c'était un mensonge, c'était un jeu dangereux. Son simple test d'honnêteté avait déterré quelque chose de bien plus sombre. La serveuse silencieuse, aux chaussures usées et aux yeux terrifiés, ne lui avait pas seulement servi un repas. Elle lui avait servi une conspiration sur une serviette en lin, un mystère qui le laissa pantois et changea irrévocablement le cours de sa nuit, et très probablement de toute son entreprise. Il regarda en arrière la lumière chaude et dorée qui se déversait des fenêtres de l'éperon doré. Cela ne ressemblait plus à un restaurant. Cela ressemblait à une scène de crime. L'air de la ville, épais de l'odeur de la pluie et des gaz d'échappement, ne fit que peu pour éclaircir les idées d'Antoine. Le message énigmatique sur la serviette était comme une marque au fer rouge dans sa paume. Sa mission d'infiltration, autrefois un exercice mélancolique de découverte de soi, s'était instantanément transformée en un thriller d'espionnage d'entreprise à haut risque. Le changement fut brutal, mais il ralluma une partie de lui qui était en sommeil depuis longtemps, le stratège impitoyable et décisif qui avait bâti son empire à partir de rien. Il marcha sur plusieurs pâtés de maison, laissant l'anonymat du trottoir bondé l'engloutir. Il avait besoin de réfléchir, de séparer la paranoïa de la possibilité. Il vous observe. Qui? Pinson ou quelqu'un d'autre? L'avertissement était-il pour Marc, le type miteux à la veste en velours côtelé qui avait attiré une attention indue? Ou pour Antoine de la Roche, le propriétaire dont il ne pouvait pas savoir qu'il était là? La cuisine n'est pas sûre. Une infraction au code de la santé ou quelque chose de plus sinistre. Empoisonner la chaîne d'approvisionnement. C'était la phrase qui résonnait avec une terreur froide et dure. Elle impliquait une tromperie délibérée et systématique qui allait bien au-delà d'un directeur corrompu qui détournait des fonds. Elle suggérait une attaque contre l'intégrité de toute sa marque.
Il trouva un bar calme et faiblement éclairé à quelques rues de là, un contraste saisissant avec l'opulence de l'éperon doré. Il prit une banquette au fond, le cuir usé frais contre sa peau, et commanda un whisky sec. Il sortit son téléphone prépayé, un simple appareil intraçable qu'il gardait pour des excursions comme celle-ci. Il y avait un seul numéro programmé. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix vive à l'accent impeccable ne réponde. « Oui. Arthur, c'est moi. » Il y eut une brève pause. Arthur Lefebvre était plus que le directeur des opérations d'Antoine. Il était son ancre. Un homme d'une logique impeccable et d'une loyauté inébranlable. Arthur était avec lui depuis les débuts. Il était la seule personne au monde qui connaissait les sorties clandestines d'Antoine. « Antoine, tout va bien? Votre voix semble. »« Je vais bien, » l'interrompit Antoine, son ton sec. Mais quelque chose s'est passé à l'éperon doré à Lyon. Un problème avec le service? Je peux envoyer le directeur régional sur place demain matin. Je vous assure que les rapports trimestriels sont excellents. Les rapports sont des mensonges, Arthur, dit Antoine, sa voix basse et intense. Il raconta rapidement les événements de la soirée, son déguisement, le personnel dédaigné, le directeur arrogant, Grégoire Pinson. Il décrivit ensuite la serveuse, Rose, sa dignité tranquille, ses chaussures usées et sa commande paradoxale. Enfin, il lut à voix haute les mots de la serviette. Le silence régnait à l'autre bout du fil. Arthur était un homme qui traitait l'information, qui travaillait avec des faits et des chiffres, pas avec des avertissements énigmatiques de serveuses. Empoisonner la chaîne d'approvisionnement, répéta lentement Arthur. C'est une accusation très spécifique et sérieuse. Cela pourrait être de la calomnie de la part d'une employée mécontente. Cette serveuse, Rose, avait-elle un grief? Elle avait la peur dans les yeux, Arthur. Le genre de peur qui va au-delà d'un mauvais patron. Pinson l'a coincée après qu'elle ait pris ma commande. Il la menaçait. Elle était terrifiée. Mais elle a quand même fait ça. Antoine fixa la serviette. Elle a tout risqué pour me faire parvenir ça. Les gens ne font pas ça pour un grief mesquin. Il y a plus que ça. Je le sens. L'instinct n'est pas une preuve, Antoine, prévint Arthur, sa voix empreinte d'inquiétude. À une accusation directe contre un directeur basée sur un mot anonyme et problématique. Pinson pourrait poursuivre en justice pour diffamation. Je ne vais pas l'accuser. Je vais enquêter sur lui, rétorqua Antoine. J'ai besoin que tu me trouves tout ce que tu peux sur Grégoire Pinson. Antécédents professionnels, dossiers financiers, réseaux sociaux, tout. Mais ça doit être complètement officieux. Pas de traces d'audit interne, pas de signaux d'alarme. Utilise les contractants externes que nous employons pour la due diligence des acquisitions hostiles. Je veux savoir qui est cet homme avant le lever du soleil. Considérez que c'est fait, dit Arthur, son ton passant du scepticisme à l'opérationnel. Et le registre? Elle a mentionné celui dans son bureau. C'était le cœur du problème. Je dois mettre la main dessus, dit Antoine. Ce soir, avant qu'il n'ait une chance de soupçonner quoi que ce soit et de le détruire. Antoine, vous ne pouvez pas être sérieux, protesta Arthur. Vous ne pouvez pas entrer par effraction dans votre propre restaurant. C'est imprudent. Nous pouvons organiser un audit surprise, officiellement. Nous pouvons saisir les registres légalement. Non, insista Antoine. Un audit officiel lui donne le temps de réagir, de cacher des choses. J'ai vu la façon dont il me regardait quand je suis parti. Il se méfie déjà de Marc, le type qui a commandé un repas à 1000 € et n'a laissé aucun pourboire. Si une équipe d'auditeurs se présente demain, il fera le lien. L'élément de surprise est notre seul avantage. Je dois récupérer ce registre ce soir, avant qu'il n'arrive demain matin. Un long super lost traversal le téléphone. C'est pour ça que votre père s'inquiétait pour vous, dit doucement Arthur. Vous avez toute une entreprise pour ça, mais vous insistez pour vous battre vous-même dans les tranchées. Mon père m'a aussi dit de ne jamais demander à un homme de faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire moi-même, rétorqua Antoine. D'ailleurs, qui soupçonnerait un homme qui me ressemble d'être un raideur d'entreprise? Mon déguisement est la couverture parfaite. Arthur resta silence here a moment. Antoine savait qu'il pesait les risques immenses contre le désastre potentiel d'une chaîne d'approvisionnement compromise. Très bien, dit finalement Arthur, la résignation claire dans sa voix. Mais vous n'irez pas seul. J'ai un contact à Lyon, une spécialiste en sécurité. Son nom est Reine. Ancienne de la DGSE, spécialisée dans l'entrée non destructive et la récupération de données. C'est la meilleure. Je vais lui demander de vous rencontrer. Envoyez-moi votre position. Bien, dit Antoine, sentant un élan se construire. Aussi, j'ai besoin d'informations sur la serveuse, Rose Valois. Trouve tout ce que tu peux sur elle. Si elle dit la vérité, elle est en danger. Si elle ment, je dois savoir pourquoi.
Je m'en occupe. Ren vous contactera sur ce numéro dans l'heure. Soyez prudent, Antoine. Cela semble différent. Je sais, dit Antoine, regardant le whisky qu'il n'avait pas touché. C'est ce qui m'inquiète. Il mit fin à l'appel et envoya sa position à Arthur. L'attente était la partie la plus difficile. Il resta assis dans la banquette, le faible bavardage du bar et la musique mélancolique formant une toile de fond saisissante à ses pensées galopantes. Il pensa au visage de Rose, au mélange de terreur et de résolution. Il avait tenu le sort de contrat de plusieurs millions d'euros entre ses mains avec moins d'anxiété qu'il n'en ressentait maintenant pour cette jeune femme qu'il connaissait à peine. Elle avait placé sa confiance en un parfait inconnu, un fantôme dans une veste de friperie. Il ne pouvait pas la laisser tomber. 45 minutes plus tard, son téléphone prépayé vibra. Un SMS avec une seule ligne apparut. Ruelle derrière vous. Berlin Noir. 2 minutes. Antoine paya son verre et se glissa par l'entrée de service du bar dans une ruelle étroite et jonchée de détritus. Comme promis, une berline noire banale s'arrêta silencieusement, son moteur à peine un murmure. La porte arrière s'ouvrit. Elle monta. La femme au volant ne se retourna pas. Elle l'observait dans le rétroviseur. Elle était d'un âge indéterminé, avec des traits fins et des cheveux noirs courts. Ses yeux étaient des éclats de glace. « Arthur a dit que vous aviez besoin d'un fantôme, dit-elle. Sa voix était un monotone grave et rauque. « Les fantômes coûtent cher. »« Je peux me le permettre, » répondit Antoine. « C'est ce que j'ai entendu dire, » dit-elle, une lueur indéchiffrable dans les yeux. « Je suis reine. J'ai été briefé. Vous voulez entrer dans le bureau d'un directeur à l'éperon doré et accéder à un registre? C'est un livre physique ou sur un ordinateur. » Le mot disait juste registre. Nous devons supposer que ça pourrait être l'un ou l'autre, ou les deux. Amateur, marmonna Reine, mais pas méchamment. D'accord. Le restaurant ferme au public à minuit. Le personnel part à 1h. L'équipe de nettoyage arrive à 4h. Ça nous donne une fenêtre de 3h. Le bâtiment a un système de sécurité de la roche dernier cri. Elle le regarda de nouveau dans le miroir. Ironique. Pouvez-vous le contourner? Je peux contourner le Pentagone avec un trombone et un chewing-gum, dit-elle sans la moindre bravade. C'était une simple déclaration de fait. Mais votre problème n'est pas la sécurité principale du bâtiment. Le bureau du directeur aura son propre système, un clavier séparé, peut-être un détecteur de mouvement. Et Pinson lui-même. Un homme aussi véreux est un homme paranoïaque. Il pourrait avoir sa propre caméra. Quel est le plan? Demanda Antoine, sentant une montée d'adrénaline. Simple, dit Reine, passant une vitesse et sortant en douceur de la ruelle. Vous y retournez, mais pas en tant que client. Elle attrapa un sac de sport sur le siège passager. L'entreprise de nettoyage s'appelle Propreté Scintillante. Voici votre nouvel uniforme. Vous allez être mon assistant. Essayez d'avoir l'air de savoir comment tenir un balai. Le plan était audacieux et brillant. Ils n'entreraient pas par effraction. Ils entreraient par la porte d'entrée. Au moment où ils arrivèrent à une zone de préparation dans un parking souterrain voisin, Arthur avait déjà fait sa magie. Il avait piraté le planning de l'entreprise de nettoyage, ajoutant 2 travailleurs supplémentaires pour le service de cette nuit à l'éperon doré. Il avait créé des profils d'employés pour eux, avec des noms et des numéros de sécurité sociale qui passeraient une vérification superficielle. Alors qu'Antoine enfilait la combinaison de travail grise de technicien de surface, il sentit les derniers vestiges de l'ego du milliardaire se détacher. Il était maintenant Michel, un nettoyeur de nuit. Reine, déjà dans son propre uniforme, lui tendit un badge d'identification. « Rappelez-vous, dit-elle, sa voix purement professionnelle. On se déplace avec un but. On ne s'attarde pas. On n'établit pas de contact visuel sauf si nécessaire. Nous sommes invisibles. Une fois à l'intérieur, je désactiverai la sécurité interne du bureau de Pinson. Vous êtes mon guetteur. Votre seul travail est de surveiller le couloir. Si vous voyez quoi que ce soit, vous tapotez une fois sur votre oreillette. Ne parlez pas, tapotez simplement. Compris? Elle lui tendit une minuscule oreillette. Compris, dit Antoine, la bouche sèche. Alors qu'il se dirigeait vers le restaurant silencieux et sombre, le téléphone d'Antoine vibra. C'était un message d'Arthur. Il l'ouvrit. C'était un dossier préliminaire sur Rose Valois. Rose Valois, 23 ans. Casier judiciaire vierge. A abandonné le programme de BTS comptabilité il y a 2 ans. Seule tutrice de son jeune frère, Kevin Valois, 17 ans. Kevin souffre de mucoviscidose, stade avancé. Facture médicale dépassant 300 000 € par an. Plafond de la mutuelle atteint. Plusieurs prêts en cours à son nom. Réside dans un petit appartement dans un logement social. Sa mère est décédée il y a 3 ans. Père inconnu.
Lusang d'Antoine S. Glocka. Ce n'était pas une employée mécontente. C'était une jeune femme qui se noyait. Son désespoir n'était pas pour elle-même. C'était pour son frère. Sa décision d'écrire ce mot n'était pas seulement courageuse. C'était un acte d'amour profond et altruiste. Et Pinson, en menaçant son emploi, tenait un pistolet sur la tempe de son frère. Les enjeux de la nuit venaient de devenir infiniment plus élevés. Il ne s'agissait plus de son entreprise. Il s'agissait d'obtenir justice pour Rose. Ren gara la camionnette, arborant le logo de propreté scintillante, à l'entrée de service à l'arrière de l'Éperon doré. C'est l'heure du spectacle, dit-elle, ses yeux balayant déjà chaque ombre. Essayez de ne pas nous faire prendre, milliardaire. L'entrée de service de l'Éperon doré était un monde à part de sa façade opulente, sentant la graisse rance et l'eau de javel. Déguisés en uniforme de nettoyage, Antoine et la spécialiste de la sécurité Ren se fondirent dans l'équipe de nuit. Tandis qu'Antoine faisait le guet, poussant un seau à balai pour feindre de travailler, Ren se concentra sur le bureau de Pinson. Avec le calme déconcertant d'une professionnelle aguerrie, elle boucla la caméra sans fil bon marché, désactiva les capteurs de porte et de mouvement, et força la serrure à clavier. En moins de 2 minutes, le sanctuaire du directeur corrompu était ouvert. Le bureau était un temple à l'ego d'un petit homme, mais Ren ignora la décoration. Une recherche rapide ne révéla aucun registre physique. Ses yeux, cependant, repérèrent un coffre-fort mural caché derrière une rangée de livres de management non lus. « Il y a un coffre », murmura-t-elle dans son oreillette. Impossible de le forcer rapidement ou silencieusement. L'esprit d'Antoine s'emballa. Pinson était arrogant. Il utiliserait quelque chose de personnel. « Qu'y a-t-il sur les murs » demanda-t-il. « Des photos. Pinson avec le maire. Pinson au golf. Pinson avec une équipe de jeunes de football. »« L'équipe » insista Antoine. « Y a-t-il une date sur un trophée? Un numéro de maillot ?»« Ah, le trophée indique 2023. Il porte le maillot numéro 1, confirma Ren. « Et c'est la date du trophée, » ordonna Antoine, pariant sur l'ego de Pinson. Quelques bips, une pause, puis un léger clac résonna dans l'oreillette. Ren était entré. À l'intérieur se trouvait de l'argent liquide, un passeport et un unique registre relié en cuir noir. Ren travailla avec une vitesse à couper le souffle. Pendant qu'un appareil copiait une partition cachée et cryptée de l'ordinateur de Pinson, elle utilisa un stylo-caméra pour photographier chaque page du registre. Les archives méticuleuses de ses crimes étaient désormais les leurs. Le téléchargement terminé, elle remit le registre en place, ferma le coffre-fort et effaça toute trace de sa présence. Ils se glissèrent hors du bureau et rejoignirent l'équipe de nettoyage, se fondant à nouveau dans l'ombre et quittant le restaurant sans que personne ne s'en aperçoive. Dans la sécurité du véhicule de Ren, les données furent téléchargées sur le serveur sécurisé d'Arthur Lefebvre. L'équipe d'analystes d'Arthur travailla toute la nuit, et ce qu'ils découvrirent était plus horrible que ce qu'Antoine aurait pu imaginer. Le registre et les fichiers décryptés brossaient un tableau écœurant. Pinson ne se contentait pas de détourner des bénéfices. Il était l'opérateur local d'une vaste entreprise criminelle. Les viandes bio de premier choix, sur ses factures étaient une société fantôme. Le véritable fournisseur était Viande de l'Ouest, une usine de transformation qui avait été fermée par les services d'hygiène 6 mois auparavant pour une contamination bactérienne extrême. Pinson achetait sciemment de la viande condamnée et toxique pour presque rien et la servait à ses clients à un prix premium, acheminant les bénéfices vers un syndicat du crime organisé. Le mot n'avait pas été une métaphore. Pinson empoisonnait littéralement la chaîne d'approvisionnement. Juste avant l'aube, Arthur appela avec la dernière pièce glaçante du puzzle. « Antoine, » dit-il, sa voix lourde de dégoût. « Nous avons trouvé des fichiers vidéo sur la partition cryptée. » C'était son assurance. Les fichiers étaient de courts clips, enregistrés en secret depuis son bureau. Il montrait Rose Valois, le visage pâle et tendu, menacé explicitement par Pinson. Il mentionnait la santé fragile de son frère, sa dette fabriquée et son manque d'options. Il avait utilisé sa connaissance de sa formation en comptabilité pour la forcer à l'aider à rapprocher ses livres frauduleux, croyant que cela l'impliquerait et garantirait son silence. Il avait fatalement sous-estimé sa conscience. Antoine écouta le rapport, une fureur froide et dure s'installant au plus profond de ses os. Le tableau complet était maintenant horriblement clair. Rose n'était pas une employée mécontente. C'était une victime acculée qui avait commis un acte d'une bravoure stupéfiante. Sa mission ne concernait plus l'intégrité de sa marque. Il s'agissait d'obtenir justice pour la jeune femme qui avait tout risqué parce que c'était la bonne chose à faire. La partie était terminée. L'heure des comptes avait sonné. Le soleil du matin transperçait les stores du Pantouse d'Antoine de la Roche, illuminant un homme transformé. Le déguisement miteux avait disparu, remplacé par un costume anthracite impeccable qui rayonnait d'autorité.
Il n'était plus Marc le vagabond. Il était le président de la Roche Holdings, un homme dont l'intensité tranquille pouvait commander des conseils d'administration et plier les marchés à sa volonté. Il regardait la ville d'en haut, son royaume, prêt à exciser la maladie qui s'y était enracinée. Arthur Lefebvre se tenait à ses côtés. Le GIGN et la répression des fraudes sont prêts à intervenir sur votre signal, Antoine. C'est une frappe coordonnée. Pas encore, dit Antoine, son regard fixé sur le bâtiment lointain qui abritait l'éperon doré. Pinson doit voir à qui il avait affaire. Et cela doit être géré avec soin, pour le bien de Rose. Elle entre dans une zone de guerre aujourd'hui, et c'est elle l'héroïne de cette histoire, pas moi. À 11h45, 2 imposants SUV noirs s'arrêtèrent devant le restaurant, interrompant les préparatifs du service du midi. Grégoire Pinson, s'attendant à une célébrité, se précipita vers la porte, son sourire exercé près. Le sourire disparut, remplacé par le choc, alors qu'Antoine de la Roche émergeait. Pinson reconnut instantanément le visage du propriétaire reclus de l'entreprise. Antoine franchit les portes, flanqué d'Arthur et de 2 hommes qui étaient en fait des agents en civil. Le personnel se figea. « Monsieur Pinson !» La voix calme d'Antoine résonna dans la pièce. « Nous avons des affaires à discuter. » Il se dirigea vers la petite table bancale près de la cuisine. « La table 32. J'ai dîné ici hier soir. » Ce fut instructif. Le sang quitta le visage de Pinson. Il le fixa, reliant l'homme puissant devant lui au fantôme miteux de la nuit précédente. « Vous » balbutia-t-il. Le regard d'Antoine balaya le personnel et se posa sur Rose Valois. Elle se tenait là, serrant une pile de menus, son visage un masque de terreur. Elle pensait qu'il était là pour la renvoyer, pour la ruiner. « À mon bureau » réussit à dire Pinson, les conduisant dans le couloir. À l'intérieur de la petite pièce, Antoine se dirigea droit vers la bibliothèque. Un trophée de football de jeunes, songea-t-il, faisant un geste vers le coffre-fort caché. Est-ce là que vous gardez la preuve de votre partenariat avec Viande de l'Ouest? Pinson s'effondra dans sa chaise. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arthur s'avança avec une tablette affichant les preuves, le registre, les factures frauduleuses, les manifestes d'expédition du fournisseur de viande condamné. Nous savons tout, Grégoire, dit froidement Arthur. Le blanchiment d'argent, la viande. Toxique. Tout. Il fit glisser l'écran vers l'image finale, un arrêt sur image d'une vidéo de Pinson menaçant Rose. Et nous savons que vous avez fait chanter une de vos serveuses, dit Antoine, sa voix tombant à un murmure furieux. Vous avez utilisé son frère malade pour la contraindre à vous aider. C'est la chose que je trouve la plus méprisable. Elle a aidé, balbutia Pinson, une tentative pathétique de partager le blâme. Elle a truqué les livres. Antoine ouvrit la porte du bureau. Rose, appela-t-il, sa voix maintenant douce. Pourriez-vous entrer, s'il vous plaît? Tremblante, Rose entra dans le bureau. Rose, dit doucement Antoine. À Monsieur Pinson prétend que vous étiez sa partenaire consentante. Elle regarda l'homme pathétique et sanglotant, puis le sol. Il ment, murmura-t-elle, sa voix gagnant en force. Il m'a menacé. Il a menacé les soins médicaux de mon frère. Il m'a forcé à le faire. Je vois, dit Antoine, puis il fit un signe de tête aux agents. Je crois que vous avez ce qu'il vous faut. Alors que les agents menottaient Pinson et l'emmenaient, un silence stupéfait tomba. Antoine se tourna vers Rose. Hier soir, une personne dans ce restaurant a fait preuve d'une intégrité et d'une bravoure incroyable, dit-il, sa voix portant dans toute la pièce. Cette personne a tout risqué pour dénoncer un crime, non pas pour un gain personnel, mais parce que c'était juste. Cette personne, c'était vous, Rose. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage. Votre dette fabriquée est effacée, continua Antoine. De plus, de la Roche Holdings établit une fiducie médicale entièrement financée pour couvrir tous les soins de votre frère, à vie. Un sanglot s'échappa des lèvres de Rose. Et quant à vous, une personne avec votre intégrité est gaspillée à servir des tables. Je crée un nouveau poste au sein de l'entreprise, directrice de la surveillance éthique. Vous dirigerez une nouvelle fondation pour le bien-être des employés et superviserez notre chaîne d'approvisionnement. Vous me rendrez compte directement. La pièce était silencieuse tandis que Rose le regardait, incapable de comprendre le changement sismique soudain dans sa vie. D'une serveuse terrifiée à une cadre puissante. Dites que vous acceptez, l'exhorta gentiment Antoine. Oui, murmura-t-elle, le mot rempli d'incrédulité et d'une joie naissante. Oui, j'accepte. En fin de compte, ce n'était pas le steak à 500 € ou l'empire de plusieurs milliards qui définissait l'histoire. C'était une simple serviette pliée et le courage incroyable d'une jeune femme qui a refusé de laisser la peur éteindre son intégrité.
L'histoire de Rose Valois est un puissant rappel que les héros ne sont pas toujours ceux qui sont sous les feux des projecteurs. Parfois, ce sont ceux qui font un double service avec des chaussures usées, menant des batailles silencieuses dont nous ne savons rien. Antoine de la Roche avait entrepris de tester le caractère de ses employés et a fini par voir son propre caractère redéfini. Leur histoire montre qu'un petit acte de bravoure peut dénouer un écheveau de tromperie. Et que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans l'impact positif que vous avez sur la vie des autres.